Bonjour Jean-Marie Roy. Bonjour. Sociétaire de l'Académie française, vous connaissez comme peu de monde sans doute beaucoup de nos gouvernants, tous les présidents contemporains notamment, ce qui vous a permis d'écrire avec votre plume toujours aussi fleurie, percutante, les aventuriers du pouvoir, aux éditions Robert Laffont, de Morny à Macron. On va voir ça dans un instant. Alors, c'est un livre un peu écrit comme un roman, mais qui est aussi une valeur documentaire pour décrire De Gaulle, par exemple, Mitterrand, Sarkozy, Hollande, Chirac, bien sûr Macron, mais aussi, et c'est le cœur de votre ouvrage, vous revenez sur d'autres personnalités. Vous aviez déjà écrit sur ces personnalités, donc là, elles sont intégrées à ce livre. Napoléon, Bernice, le cardinal des plaisirs, ou encore Morny, un voluptueux au pouvoir, comme vous le décrivez. On va commencer par vos portraits de nos présidents, des portraits que vous qualifiez vous-même d'acides. Avant de les décrire, c'est vrai que vous n'y allez pas par le dos de la cuillère, quand on regarde. Oui, mais je pense que si je les traite quelquefois un peu mal, c'est parce que je suis français et que je crois que dans l'opinion française, il y a la même réaction passionnelle vis-à-vis des hommes politiques. Pourquoi ? Parce que ces hommes politiques, on en attend tout. On attend tout. Vous savez, toutes les sociétés ont besoin d'une mythologie et ce sont nos mythes. Nos mythes, nous avons besoin de nous incarner à travers ces hommes politiques, ce qui explique cette diastole et cette systole de l'opinion qui fait que on admire énormément les hommes politiques au début, oui. Et après, on fait tout pour là, vous n'êtes pas tendre, vous dites, Jean-Marie Roy, les politiques peuvent se muer parfois en destructeurs. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je veux dire qu'une partie de ma sévérité, c'est que ce qu'on oublie, c'est que les hommes politiques n'ont pas seulement été des constructeurs. On les verrait comme de grands réformateurs, mais il y a des tas de réformes inutiles. Il y a des tas de choses il y a énormément de destruction. Les guerres, beaucoup de destruction créatrice, parfois, non ? Écoutez, les gens qui ont fait la guerre de 14 et qui ont empêché ensuite, comme Clémenceau, qu'il y ait une paix séparée, ce qui a quand même causé 1 million de morts. La position de Hollande sur la Syrie, c'est quand même 500 000 morts. Bon, c'est-à-dire que les conneries politiques amènent directement, ce qu'on ne voit pas, mais des morts. Des morts inutiles. Donc, cette, disons, incapacité des hommes politiques... Vous savez, il y a une phrase que j'aime beaucoup, Chateaubriand, il dit « L'ambition dont on n'a pas les capacités est un crime ». Et c'est vrai qu'on pourrait le dire de beaucoup d'hommes politiques. Alors dans ces portraits acides, on va en passer quelques-uns en vue. De Gaulle, parlons vrai, c'est cash, c'est le slogan de Sud Radio. Et pour De Gaulle, vous dites, c'est un fou qui se prenait pour la France. Oui, mais enfin, disons, c'est celui qui se relie le plus à ceux sur lesquels j'ai écrit des biographies, c'est-à-dire Napoléon, Bernice, Morny. C'est-à-dire qu'il est dans un contexte à la fois culturel, de valeur, qui fait qu'il est, on dirait presque que c'est un homme du 19e siècle, tellement il est surprenant dans l'époque moderne, et comment il incarne une idée de la France qui est surprenante, parce qu'il croit, lui, que la France est un très grand pays, qui n'a peut-être pas autant de moyens que l'Amérique, mais qui a une voix exceptionnelle. Voilà. Et dans cela, je l'admire. Mais je ne suis pas, d'ailleurs, pour aucun de ses portraits, je ne suis inconditionnel. Non, c'est vrai. Et vous vous souvenez quand même de Gaulle, vous le dites, en 69, au Trianon à Versailles. Ça, c'est un souvenir qui vous a marqué. C'est vrai. Il s'est approché de moi. Oui. Et bien sûr, j'étais très, très ému, parce que même à l'époque, vous savez, quelquefois on dit qu'il n'y a pas de grands hommes contemporains. Mais non, c'est pas vrai. Vraiment, avec De Gaulle, on sentait qu'on avait un très grand homme. Et il s'est approché de moi. Voilà, j'ai cru qu'il allait me serrer la main, que j'allais pouvoir leur parler. Puis hop, il s'est détourné. Je me suis dit, ça y est, j'ai raté une grande rencontre avec l'histoire. Mais c'est pas pour ça que je lui pardonne sa position sur les harkis, que je trouvais monstrueuse. Voilà. Donc c'est pas, je veux pas faire des portraits, disons, qui soient sans voir disons, les côtés négatifs d'un personnage. Oui. Alors Mitterrand, vous le comparez à un chat, pas n'importe lequel, hein ? Ramin Grosbeef, oui. Voilà. Mais je dois dire, c'est celui. Mais pourquoi ? C'est celui avec lequel... parce qu'il avait ce côté, si vous voulez, à la fois très doux, comme ça, en apparence, puis il était capable de donner des coups de griffe. Enfin, avec moi, je n'ai connu que la douceur, la gentillesse. Il m'avait un peu dragué, parce qu'il aimait beaucoup les jeunes écrivains. Et nous avons eu énormément de conversations ensemble. Il m'avait été au restaurant. Beaucoup de déjeuners. Oui, énormément de déjeuners. Vous racontez tous ces déjeuners. Avant qu'il soit élu. Et je veux dire, parmi les invités...
on était vraiment très peu nombreux à croire qu'il serait un jour président. C'est cafouillé complètement son programme. Enfin, on avait l'impression d'un amateurisme absolument terrible. Mais l'homme, je dois dire, était délicieux. Je partageais pas tellement ses idées, mais enfin... il ne vous en voulait pas, ça. Il m'en voulait absolument pas. Et c'était vraiment... et c'est le paradoxe, c'est que j'ai beaucoup plus apprécié les idées de Giscard, mais j'ai été plus proche de l'homme Mitterrand que de l'homme Giscard. Venons à Giscard, le pharaon en quête d'amour, vous le qualifiez ainsi, et vous ne semblez pas avoir beaucoup de respect pour lui. Ah non, du respect, si, non, j'ai du respect. Quand même, j'ai du respect pour l'homme politique. Non. Le problème de Giscard, Pompidou disait, le problème de Giscard, c'est le peuple. Ouais. Moi, je dirais, le problème de Giscard, c'est l'humain. Ouais. C'est l'humain. C'est un polytechnicien qui a une idée très personnelle. C'est un homme qui vit dans un monde, dans une sorte de stratosphère. D'ailleurs, à chaque fois que je le voyais, j'étais glacé. C'est-à-dire, je n'ai pas du tout le sentiment de la connivence. Et je crois qu'il y a une mésentente fondamentale entre lui et moi, qu'il peut y avoir entre un scientifique et un littéraire. Voilà. Ouais. Je crois qu'il ne comprend absolument pas, mais... Toujours, parce qu'il est à l'Académie avec vous. Oui, il est à l'Académie. Alors, c'est même vous qui avez le discours. Oui, j'ai fait le discours de réception. Et ça a mal commencé parce que dans mon discours, j'avais évoqué son roman. J'avais fait énormément de compliments sur son attitude politique, sur son œuvre politique, notamment sur l'avortement. Mais pour ce qui est des livres, notamment du livre Le Passage, je me suis permis de dire que c'était la rencontre de Bécassine et de la comtesse de Ségur. Donc ça lui avait pas plu. Et puis en quête d'amour aussi, parce que vous trahissez un petit secret dans le livre. L'amour avec l'une de ses nièces, c'est ça ? Oui, mais enfin, ça n'a pas joué. Non, mais quand même. Mais je ne crois pas que ça ait joué un grand rôle dans mes relations avec Giscard. Mais en effet, voilà. Et vous dites, mais c'est un livre d'écrivains. Les écrivains peuvent se permettre ce que pourrait pas se permettre un Alain Duhamel, un Gisbert. Les grands commentateurs politiques sont tenus, disons, à ne pas parler des anecdotes. Non, mais justement, c'est ce qui est très fort à travers votre portrait, parce que il y a l'écrivain, on voit qu'il y a une plume, mais ce sont des faits aussi réels, quoi. Oui. Mais c'est quand même, on pardonne peut-être plus. Enfin, c'est mon excuse aux écrivains, parce qu'au fond, ils sont toujours dans l'humain. Vous êtes écrivain journaliste aussi, quand même. Oui, mais vous savez, comme journaliste, je suis écrivain. D'ailleurs, Sarkozy, quand je le voyais, me disait... Vous allez quand même pas me poser des questions de journaliste. Oui, donc, alors c'est ça. Voilà. Donc, pourquoi il vous disait ça, Nicolas Sarkozy et Jean-Marie Roy ? Il me voit, et je crois qu'il n'a pas tort. Ouais. Un écrivain est toujours écrivain. Et parce qu'il ne peut pas s'empêcher, si vous voulez, d'être un homme de vision. Alors, on peut lui faire des reproches, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Vous savez, on l'a fait à Marguerite Duras, quand on avait parlé de l'affaire d'Outreau, elle avait dit des conneries. Mais ce n'est pas des conneries, c'est qu'un écrivain, il a une imagination, il a une vision. Oui. Et c'est cette vision qui est intéressante. Oui. Alors, sur Nicolas Sarkozy, c'est l'homme qui en voulait trop, vous l'avez titré comme ça, et vous vous interrogez sur pourquoi il a échoué. Pourquoi cet échec ? Vous dites que beaucoup de commentateurs et historiens vont sans doute gloser. Pourquoi ? Parce qu'il avait tout été réuni pour Nicolas Sarkozy ? Je crois que ce qui lui a manqué, c'est de ne pas avoir été Premier ministre. Et il a voulu trop faire. Il a engagé un nombre de chantiers absolument invraisemblables, notamment le fameux chantier sur la nationalité, vous vous souvenez, avec Besson. Bon, c'était vraiment... Il y avait beaucoup de bonne volonté. Ouais. D'ailleurs, son choix d'ouverture était vraiment un choix formidable. On est socialiste dans son gouvernement. Mais il y avait une forme étrangement chez lui de naïveté. Voilà. Il a manqué de cynisme. Et je trouve que c'est assez injuste. On lui fait un procès assez injuste, parce que je crois qu'il a quand même fait beaucoup. Notamment, regardez, sur les retraites, il a réussi à avancer. C'est vrai, il avait avancé avec sa retraite en 2010, notamment concernant les cheminots. Et puis, il y a un chapitre qui est quand même sur l'impuissance au pouvoir. Là, vous mettez deux hommes, Chirac et Hollande. Oui, deux Corréziens. Bah oui, deux Corréziens. Non, mais pourquoi il y a une telle impuissance ? Oui, c'est quand même dommage. Moi, j'ai beaucoup connu Chirac et j'ai assisté à son ascension. Et je l'ai vu comment j'appelle le Paganini de la Palinodie. Ouais. Mais parce que c'est vrai qu'il a changé d'avis 36 fois, mais il n'est pas le seul. Mais surtout, j'ai remarqué que c'était un tueur. Il avait tué, j'ai assisté au meurtre de Chaban, ensuite j'ai assisté au meurtre de Giscard. Et enfin, j'ai assisté à sa tentative d'homicide contre Sarkozy. Ouais. C'est Sarkozy aussi, Balladur, qui avait quand même voulu, entre guillemets, le pousser pour aller plus vite. Là, ça ne servait plus à rien. Ouais. Je peux comprendre qu'on veuille éliminer un adversaire qui vous gêne, mais là, il n'était plus au pouvoir. Quel était l'intérêt de tuer Sarkozy ? Et surtout,
pour le remplacer par qui? Impuissance parce qu'il n'a rien fait non plus, c'est ce que vous voulez dire. Voilà. Quoi. Et ça, en dehors de sa position sur l'Irak, où il a été vraiment formidable, il était vraiment gaulliste. La politique extérieure était remarquable, mais pour la France, étant donné cette énergie formidable qu'il avait déployée, et étant donné le nombre de cadavres qu'il avait sur la conscience, je trouve qu'il n'a pas fait grand-chose. François Hollande, même chose, même constat pour vous. François Hollande, oui, j'ai une phrase un peu vache, je dis, il a occupé plus de place qu'il ne laissera de vide. Ah oui, non mais oui, il y a plusieurs phrases effectivement sur François Hollande. Et on en vient aussi à Emmanuel Macron. Alors lui, vous dites, c'est le syndic de faillite de la Ve République. C'est violent comme titre, quoi. Oui, mais si vous voulez, un syndic de faillite, c'est quelqu'un qui assiste à la faillite. Et lui, je crois, n'a pas une responsabilité totale sur ce qui arrive aujourd'hui. Vous êtes élogieux à son égard, hein, dans un premier temps. Vous dites qu'il c'est un extraterrestre, vous dites. Oui, je crois que c'est un homme vraiment qui a énormément de qualités, une très grande intelligence, une bonne volonté formidable, mais qui, là aussi, a manqué d'expérience. Il y a un amateurisme qu'on voit tous les jours, mais c'est dommage parce que en dehors de lui, on ne voit pas grand-chose. Oui, c'est ça. Et vous dites qu'il a surfé, il a été un petit peu dans l'ivresse du pouvoir pendant ces 2 premières années, c'est ça? Et il n'a pas su se mettre dans les habits vraiment du président qui compte sur son Premier ministre aussi. Et vous dites qu'il commence à le découvrir dans l'acte 2. Oui, mais il me semble qu'il n'a pas compris, c'est une question culturelle, il n'a pas compris la France. Voilà. Il n'a pas compris la complexité française. Il s'est dit qu'il allait, par la magie de son verbe, de son intelligence, tout résoudre. C'est un peu comme Giscard, c'est un mystique de l'intelligence. Et on ne résout pas les problèmes politiques uniquement avec de l'intelligence. Il faut une connaissance du terrain, des corps intermédiaires. Il faut voir, c'est un pays extrêmement difficile à manier. Oui, mais là, ce n'est plus forcément l'écrivain, le romancier. Quand vous écrivez, n'y a-t-il pas dans le succès relatif du macronisme une forme de bombe à retardement? Là, vous êtes commentateur politique en disant ça, en écrivant ça, Jean-Marie Roire. Je me suis tellement trompé en politique. Non, mais c'est pourquoi c'est un manque d'adhésion, quoi. C'est ce que vous voulez dire en macronisme. Non, mais je crois qu'en effet, il y a la bombe à retardement, c'est d'amener, s'il échoue, et en ce moment, vraiment, les pronostics ne sont pas bons, eh bien, il risque d'amener Marine Le Pen au pouvoir. Voilà, on voit bien se dessiner, à travers la faillite du macronisme, le Front National. Est-ce que vous retrouvez quelques similitudes, vous qui les avez bien connues, entre Emmanuel Macron et Valéry Giscard d'Estaing? Tous les deux plutôt hommes modernes, mais un petit peu au-dessus de la mêlée et déconnectés peut-être de certaines choses. Oui, il y a des liens. Il y a des liens. Ce sont des hommes qui, étrangement, ont eu une vie relativement facile et une sorte d'idéalisme qui va justement avec cette vie facile. On croit que les gens sont bons et on rencontre la difficulté. Et là, voilà. Seulement, il faut reconnaître que les difficultés de Giscard d'Estaing venaient qu'il avait dans sa majorité un problème, puisqu'il avait ses ennemis dans sa majorité. Tandis que ce qui n'est pas le cas de Macron, qui a plus de facilité de ce point de vue-là. Le seul ennemi, c'est plutôt lui-même. Voilà. Et puis quand même, cette erreur du grand débat, à mon avis. Pourquoi grand débat? Parce que, si vous voulez, il avait une position jupitérienne, une position au-dessus de la mêlée, et subitement, il revient à la démocratie directe, et il se met... Alors, ce que je trouve invraisemblable, c'est qu'il ait pu passer 8 heures avec des intellectuels. Moi, je passe quelquefois une demi-heure, 1 heure avec des intellectuels, c'est très intéressant. Mais 9 heures avec des intellectuels, quel temps perdu! Je me dis, mais et pour en retirer quoi? Non. Je crois que c'est, comme me disait un homme politique important, il me disait, c'est comme si un pilote dans l'avion, voyant un moteur en feu, allait voir les passagers, leur disait, alors qu'est-ce qu'on fait? Merci en tout cas Jean-Marie Roire de l'Académie française, les aventuriers du pouvoir, de Morny à Macron. Il y en a beaucoup d'autres, hein. Pétroleuse en pétard, Ségolène Royal, Fillon le sourcilleux, Juppé l'homme foudroyé, puis évidemment vos portraits aussi de Napoléon, une destinée, ça il faut le relire, Morny et le cardinal, également Bernice, cardinal des plaisirs, l'ami de Madame Pompadour. Merci, c'est aux éditions Robert Laffont. Merci Jean-Marie Roire. Merci.